Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants la clé du mystère. L'invité aujourd'hui c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors tout va bien. Très heureux de vous Ah bah oui, tout va bien. Tout va très bien. Ouais. Alors vous revenez du Québec, vous avez donné une ou plusieurs conférences. Comment avez-vous été accueilli par le public? Ben, ça s'est passé super bien, je dirais, parce que là, en une semaine, ça a été hyper concentré. Ma femme qui m'accompagnait pensait prendre des vacances, mais hélas, la pauvre, ça n'a pas été trop des vacances pour elle, parce que j'ai déjà très peu de vacances. Et là, on a été pris en charge, donc on a fait un circuit sur 4 grosses villes du Québec. On est allé à Trois-Rivières, à Saint-Sauveur, à Québec et à Montréal pour faire des conférences. Donc 4 soirs pris par chaque fois 3 heures de conférence, je faisais et avec les questions-réponses. Et entre-temps, il y avait eu 3 télévisions, 2 grosses émissions de radio. Donc voilà quoi. On n'a pas eu de grand moment pour se poser et pour faire du tourisme. Mais on a été très heureux, vraiment très heureux de cet accueil aussi chaleureux. Les Canadiens sont très intéressés par mes recherches sur ce sujet. Et bon, c'est vrai que la modélisation de conscience que je propose est assez révolutionnaire, mais elle est en parfait accord avec ce que dit Mario Beauregard, à savoir la conscience délocalisée. Et Mario Beauregard, comme vous le savez, c'est un chercheur en neurosciences qui travaille à Montréal et qui est tout à fait dans cette logique-là de conscience délocalisée. Donc, ma proposition de scinder la conscience en conscience analytique et conscience intuitive les a séduits. Et bon, tant mieux, parce que vraiment, c'est une petite révolution que l'on propose là, mais j'espère qu'elle trouvera un bel écho un petit peu partout. Alors justement, nous avons fait une émission il y a quelques semaines avec le docteur Mario de Beauregard. Il y a quelques semaines, nous avons évoqué cette conscience délocalisée. Est-ce que vous l'avez rencontré justement lors de ce voyage? Alors, on s'est loupé parce que lui, je devais le rencontrer, on s'est loupé, mais on va se retrouver à Toulouse puisqu'il vient à Toulouse pour un congrès médecine et spiritualité que j'avais participé à ce congrès à Liège, à Toulouse, en Suisse aussi. Mais là, cette fois-ci, j'avais une autre obligation et je ne pourrais pas être présent au congrès. C'est un congrès très intéressant, mais on va quand même se retrouver avec lui. On s'est promis de s'organiser une petite soirée où on va faire le point sur nos recherches. Et lui, il fait des recherches actuellement en Arizona avec le professeur Ameroff, qui est un anesthésiste lui aussi, et qui a émis l'hypothèse donc d'informations stockées dans des microtubules cérébrales qui s'échapperaient au moment de la mort et qui reviendraient ensuite. Donc ça rejoint science et médecine, science et physique quantique. Tout ça est donc coordonné pour donner cette explication-là. C'est très intéressant aussi ce qu'il fait. Mais on a l'impression que c'est plus qu'une hypothèse maintenant, aujourd'hui. Ça paraît évident quand même. Ça devient une hypothèse très sérieuse qui commence à être prise au sérieux par la communauté scientifique. Oui. C'est des gouttes d'eau, si vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire que raconte le philosophe paysan Pierre Rabhi dans ses conférences. L'histoire du petit colibri. C'est un petit colibri qui voulait éteindre un énorme incendie qui dévastait sa forêt. Et il apportait dans son bec un peu d'eau qu'il puisait dans la rivière voisine. Alors il faisait comme ça, sans relâche et sans repos, la navette entre l'eau et les flammes. Et c'était une action qui pouvait paraître insignifiante et dérisoire.
Et donc un gros oiseau qui était posté sur la branche lui demanda, mais à quoi ça sert de t'agiter comme ça sert à rien, tu n'arriveras jamais au bout de cette catastrophe de cette façon. Et là, le petit colibri lui répond, je sais, mais j'aurais fait ma part. C'est là où s'arrête l'histoire de Rabi. C'est un petit peu ça. Avec Mario Beauregard, quelques autres comme Pim van Lomen, on aimait cette hypothèse. Bon, ça peut paraître dérisoire, cette action que l'on mène avec autant d'assiduité et d'obstination, mais je pense qu'à un moment donné, peut-être que les flammes vont vaciller. Et là, j'ai l'impression que les flammes vacillent, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de médecins, de scientifiques qui s'intéressent à ce sujet de cette façon, et à nous observer, à dire mais peut-être finalement qu'ils ont raison, peut-être que c'est eux qui ont la vérité, pourquoi pas. Nous, ce qu'on propose a le mérite d'expliquer les expériences de mort provisoire, mais aussi un certain nombre de phénomènes connexes, comme la communication avec les défunts, comme la télépathie, comme l'inspiration, comme la précognition, la rétrocognition, enfin, tous les phénomènes qui sont rejetés par les scientifiques matérialistes parce qu'ils sont inexplicables par leur dogme, tout simplement. Et donc, nous, ce que l'on dit, peut-être que moi je vais un petit peu plus loin en parlant de médiumnité, mais je sais que le professeur Amerov, par exemple, s'intéresse à la transcommunication instrumentale, et il est en train de mettre au point un outil pour communiquer avec l'au-delà, quand même. Alors, c'est un professeur d'anesthésie. Vous voyez, là, on a franchi un pas supplémentaire, et on ne peut que s'en réjouir, parce qu'il y a encore quelques années, je ne dis pas quelques décennies, mais quelques années à peine, un scientifique qui parlait de TCI, c'était pas un scientifique, il était violemment rejeté parce qu'il fallait surtout pas parler de l'au-delà. Donc là, je pense qu'on est en train de franchir un cap, qu'il y a un début d'acceptation. Je vous dis, les flammes vacillent, et cette pluie d'eau qui est amenée au-dessus de cette incendie, elle commence à porter ses fruits. Moi, je le ressens de façon très très positive. Et ce que j'ai reçu au Canada en échange, ces invitations sur des grandes chaînes de télévision. TVA, c'est la première chaîne de télévision au Canada, dans une émission qui a été donc projetée à 20h30, donc à 1 heure de bande d'écoute, qui a été depuis plusieurs fois rediffusée parce qu'elle a eu un bon succès. Je pense que il y a un début de changement de paradigme. Bon, je dis pas que ça va se faire tout de suite là dans les années qui viennent, mais on sent que c'est en train de basculer. Et mon livre, Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà, je le dis sans forfanterie ni sans fierté, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout pour ça que je le dis, mais est devenu ce qu'on appelle un best-seller, c'est-à-dire qu'il est traduit en russe, en espagnol, il y a une publication aux États-Unis, au Japon, donc un éditeur à Tokyo a repris les droits, il va être publié en édition poche chez Flammarion dans la collection J'ai lu en avril 2014, donc ça montre quand même que ce livre a été pris au sérieux. Et quand on m'écrit ou que j'ai des retours de médecins, de scientifiques qui me disent qu'ils ont été séduits par les idées développées dans ce livre, moi ça me fait un plaisir fou, je suis vraiment très content. Je m'aperçois que le peu d'eau que j'ai mis dans mon bec, il aura peut-être servi à quelque chose, même si ça peut paraître dérisoire. Souvent on me dit mais pourquoi tu t'agites comme ça, pourquoi tu fais tout ça, de toute façon tu n'y arriveras jamais. Mais si. Je fais ma part de colibri. Tout à fait. Et il y a d'autres personnes aussi qui se sont battues. Il y a Régis Dutheil, on me dit tu les cites toujours à la radio, mais tant pis, on va quand même les citer, je peux pas m'en empêcher. Il y a Régis Dutheil, et il y a Jacqueline Bousquet. Qui a fait un travail sensationnel, Émile Pinel. Oui. Donc, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a, voilà. Moi, je n'ose pas les citer parce que je vais forcément en oublier et ça va vexer les gens. Donc, je dirais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais moi, ceux que je connais, en tout cas, ils tiennent la route et je peux pas m'empêcher de les citer. On me dit, tu les cites toujours. Bah oui, parce que, il faut quand même, faire tilter les gens un peu, Surtout surtout la communauté scientifique qui est un peu bloquée. Enfin, certains, pas tous. Non, pas tous. Là, par exemple, les expériences que je mène en réanimation et en bloc opératoire avec des médiums, il y a, je dirais, 5-6 ans de ça,
j'aurais pas pu le faire. Franchement, j'aurais pas pu le faire, même avec l'équipe avec laquelle je travaille. Mais l'équipe avec laquelle je travaille est interpellée parce que ils me voient dans les médias, ils me disent mais tiens, on t'a vu à la télévision, il y a eu un article sur le Figaro, ça crédibilise un petit peu ce que je fais, ça montre que je suis pas un farfelu. Donc j'ai la chance de travailler avec une équipe qui comprend ce que je fais, qui accepte ce que je fais. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de, vous voyez, parce que souvent par jalousie ou par méchanceté ou par bêtise, on peut vouloir détruire quelqu'un qui est un petit peu en avant. C'est la tentation, c'est comme ça. Non, mais c'est tellement évident, c'est tellement évident. C'est ça. Ce qui est un peu agaçant, c'est de nier des évidences. C'est ça qui est incroyable. Ouais, mais même quand on leur met sous le nez, il y a ce phénomène de rejet parce qu'on n'explique pas les choses. Et alors on ne veut pas les connaître. On ne veut pas les connaître. Mais à partir du moment où un certain nombre de personnes donneront une explication, peut-être qu'on voudra reconnaître ces phénomènes, les accepter. C'est un petit peu la même façon. L'acceptation des barreurs de feu, des magnétiseurs dans les centres de brûlés, pour soulager les brûlures, par exemple, de radiothérapie après des cancers du sein, par exemple. On utilise maintenant à l'hôpital des listes de garde de magnétiseurs sérieux, de barreurs de feu qui interviennent donc sur ces douleurs. Et on constate, de façon très scientifique, qu'il y a une action positive. Donc l'action positive étant là, on ne peut pas les ignorer, ces actions positives. On est obligé de les accepter, de les acter. Donc c'est de façon empirique, ça va se passer, moi je pense, si on a, comme on commence à l'avoir, là, je commence à avoir un certain nombre de cas intéressants, une possibilité de communiquer de cette façon avec des comateux, mais vraiment, ça serait formidable, parce que nous, réanimateurs, rien de plus frustrant que de ne pas savoir ce que pense un comateux. Il a envie de quoi? Et est-ce qu'il a envie qu'on s'acharne un petit peu plus? Est-ce qu'il a envie qu'on le fasse partir? Est-ce qu'il a envie de dire quelque chose à ses proches? Est-ce qu'il veut communiquer quelque chose à un être cher qui est encore vivant? Il est emprisonné, son esprit est emprisonné dans son corps de chair et il est souvent bloqué, il est conscient, souvent on s'en aperçoit maintenant. Il y a même des études qui ont été faites à Liège, là où on a montré que des patients que l'on pensait profondément inconscients étaient capables de recevoir des informations et de les comprendre. Donc on voit bien qu'il y a une convergence là vers quelque chose qui touche au domaine de l'esprit, au domaine de la spiritualité, qui n'a rien à voir avec les religions, bien sûr. Alors le piège, c'est cette récupération par des mouvements ésotériques, sectaires et dogmatiques, bien sûr. Ça a toujours été, je veux dire, de tout temps. On a toujours récupéré. Toujours été de tout temps, mais il ne faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur de ça. Sinon, faut pas avoir peur de son ombre, sinon on a... Exactement. Alors nous avons reçu France Gauthier. Vous l'avez peut-être rencontrée justement au Québec, journaliste. Elle était journaliste, France Gauthier, sur les grandes chaînes de télévision québécoises. Oui, j'ai entendu parler, mais malheureusement, j'ai pas pu rencontrer. Qui nous disait que finalement, elle avait complètement changé. Elle est devenue justement, elle a travaillé sa médiumnité et elle s'est aperçue de plein de choses. Elle nous disait elle regrettait que les journalistes ne faisaient pas vraiment leur boulot et qu'elle regrettait d'avoir descendu certaines personnes parce que bon, c'est le jeu médiatique des grandes chaînes, bien entendu, et que finalement, elle a découvert quelque chose de merveilleux, de magnifique. Oui, c'est sûr. Est-ce que les Québécois, justement, et les médias du Québec sont plus à l'écoute? Est-ce qu'il y a plus d'ouverture qu'en France concernant, justement, ces expériences de paranormal, mais de mort imminente? Oui, parce qu'on a l'impression que ce sont des expériences qui sont déjà reconnues en tant que telles. C'est-à-dire, on ne fait plus pratiquement allusion à l'hallucination, au manque d'oxygène au cerveau, aux drogues, enfin bon, tout le débat qui est fait et refait et qui est connu et que l'on fait encore malheureusement en France. Là, vous êtes invité sur un plateau en France, c'est sûr qu'on va vous dire c'est terrible en France, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas encore franchi le pas, quoi. Ah oui, tout à fait. Mais là, on s'interroge plutôt, on m'a plutôt interrogé sur mes recherches, sur interpellé par la nouveauté d'introduire des médiums dans des réanimations et dans des blocs opératoires, enfin des choses constructives.
je veux dire, par rapport à cette expérience, c'est pas le tout. Il n'y a pas que cette expérience de mort provisoire. Bon, bien sûr, elle est là. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Que fait-on de tous ces témoignages qui se ressemblent, sans se ressembler vraiment, mais on voit bien que les personnes ont vécu la même chose. Ces expériences de mort partagée, que moi j'appelle des perceptions mortuaires, qu'est-ce qu'on en fait? Ça démontre quoi? Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut... Finalement, c'est là où l'évidence se présente. Oui, c'est là où l'évidence... On se voit cache-cache avec ces phénomènes, on se voit cache-cache. Mais c'est incroyable, ça va durer combien de temps encore? Moi, je suis stupéfié par ça. J'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est assez agaçant. Oui. D'avoir toujours les mêmes sempiternels arguments qui reviennent de façon récurrente chaque fois qu'on parle de ces sujets. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, avec un sous-titre, le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs, parce que je donne une fois pour toutes pas les explications, mais les contre-arguments à ceux qui me sont faits par les détracteurs, qui sont toujours les mêmes. Mais on le fait depuis des années. Ça va durer combien de temps? Mais il faut répéter. Il faut répéter inlassablement. Vous savez, les gens sont difficiles. C'est difficile de faire comprendre les choses. Ce qui nous semble évident pour nous, quelquefois, ça l'est pas du tout pour les autres. Et il faut répéter les mêmes choses plusieurs fois, et à force de les répéter, ça finit par rentrer. On les explique de façon différente. On essaye de prendre le sujet sur un autre versant, et on essaye de rentrer dans la logique de celui qui argumente donc la mort néant. On essaye de rentrer dans sa logique à lui pour essayer de lui faire comprendre que peut-être il se trompe. Mais ça, déjà, c'est très difficile de faire accepter à quelqu'un qui se trompe. Quelqu'un qui se trompe et qui est dans l'erreur, il va avoir tendance à se renforcer dans son erreur. Il va pas vouloir reconnaître qu'il a tort. Et donc, ça donne des conduites tout à fait stupides, quoi, tout à fait infantiles, quelquefois. Oui, mais la communauté scientifique est là pour découvrir. Elle n'est pas là pour tourner en rond ou flatter son ego. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Oui, parce que la découverte d'une chose qui est inexplicable par les dogmes de la pensée matérialiste, elle va être forcément rejetée. Elle va être nécessairement rejetée. Donc, moi je dis, c'est pas tellement des preuves qu'il faut amener en plus, c'est modifier la façon de penser des gens par rapport à ces expériences. Donc il faut proposer avec comme je l'ai fait avec la conscience analytique et la conscience intuitive, un mécanisme qui est forcément faux, mais qui va se rapprocher davantage de la réalité que le dogme matérialiste qui pense que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience. Donc là, on montre qu'il y a une autre forme de conscience, qui a cette conscience intuitive qui s'allume dès que la conscience analytique, celle que les scientifiques disent être l'unique et seule conscience, c'est-à-dire avoir la perception d'être soi-même et se situer par rapport à son entourage dans le temps et dans l'espace. Donc les scientifiques matérialistes disent qu'il n'y a que cette conscience. Et l'autre forme de conscience qui émerge lorsque la conscience analytique s'éteint, c'est-à-dire la conscience intuitive qui est reliée à toutes les perceptions extrasensorielles, est niée. Les scientifiques matérialistes nient en bloc la télépathie, les expériences de mort provisoire, la médiumnité, l'inspiration, etc. Parce que ça, c'est du domaine de l'extrasensoriel, c'est du domaine de la conscience intuitive. Ils ne veulent pas reconnaître la réalité de cette conscience intuitive. C'est un petit peu, j'aime bien cette métaphore qui a été reprise par le père Brune, comme s'ils étaient devant l'Everest et qui soutenait Mordicus, qui n'est pas de montagne. Quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Cette situation-là. C'est exactement ça, quoi. Mais bon, on a beau leur montrer, leur dire, regardez, il y a une montagne. Non, il n'y a pas de montagne, parce que moi, je comprends pas qu'il y ait une montagne ici, quoi. Et moi, je connais que la plaine. D'autant plus que quand on s'ouvre, alors ces gens ne risquent pas de voir grand-chose, parce qu'il faut s'ouvrir, il faut se détendre, il faut être dans l'ouverture pour commencer à capter certaines choses. C'est comme la radio, hein. C'est comme accorder un poste de radio. C'est ça. Donc, il faut être dans l'ouverture pour pouvoir commencer à recevoir des choses. Et moi, je l'ai constaté personnellement, et d'autres d'ailleurs. Tant qu'ils diront que ça n'existe pas, de toute façon, eux ne verront rien du tout non plus. Exactement.
On marque une pause dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. On revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Est-ce que vous avez rencontré des témoins, des personnes qui ont vécu des expériences justement au Québec? Ben oui, j'en ai rencontré beaucoup. Alors bon, on m'a donné des cartes, je vais pas pouvoir malheureusement tout faire. J'ai en aide au secours une psychologue qui s'appelle Julia Crisiane, qui travaille au CMI avec le professeur Alain Descamps, qui est à Toulouse, et qui recueille des témoignages, mais elle non plus, elle peut pas tout recueillir. Pour vous donner une idée, il se passe pas une semaine sans que je reçoive sur ma boîte mail 2-3 expériences de plus qui paraissent tout à fait crédibles selon les fameux critères de Grayson pour authentifier une expérience. Mais on peut pas tout faire. L'autre étude intéressante aussi qui est en cours est celle de François Lallier, qui est un médecin qui va passer sa thèse de médecine sur ce sujet-là. J'avais déjà dirigé une thèse de médecine qui a été présentée à l'hôpital Bichat à Paris sur ce sujet. Yann Québelec est devenu un Breton qui est devenu docteur en médecine grâce à une thèse sur les NDE, puisque pas encore expérience de mort provisoire. Mais c'était une thèse qui était assez rapide, si vous voulez, et succincte. Tandis que là, François Lallier fait un véritable travail de fourmi. Et ça fait 3 ans qu'il travaille dessus. Il m'a choisi comme directeur de thèse. Et il y aura donc à l'issue de son travail une publication qui sera très sérieuse. Et on espère avoir même une publication dans le 27, parce qu'il a repris, en gros, de façon très schématique, on parle toujours des travaux de Pim van Lommel, ce cardiologue néerlandais, qui a montré que 344 arrêts cardiaques, sur 344 arrêts cardiaques, il y avait 18% des personnes qui avaient vécu une NDE. Et cette publication a eu lieu en 2001 et elle parlait de cas qui étaient 10 ans auparavant. Donc vous voyez, dans les années 90, ça commence à devenir un petit peu poussiéreux tout ça, donc il fallait réactualiser cette étude, et c'est ce que va faire François Lallier. Donc je dirai sa thèse avec grand plaisir. Elle sera présentée au CHU de Reims, je pense à la fin de l'année, si tout va bien, 2014 ou début 2015. Mais il fait un travail de fourmi, et c'est très difficile parce que il essaye de retrouver les gens qui ont vécu des arrêts cardiaques. Alors bien souvent, il se fait raccrocher au nez parce que on le prend pour un démarcheur. D'autre part, il y en a beaucoup qui sont décédés. Et d'autre part, il y en a beaucoup aussi qui ont des séquelles neurologiques ou psychiatriques et qui ne peuvent pas répondre au questionnaire. Donc c'est difficile. Il fait vraiment un travail de fourmi. Je le redis, c'est un travail de petit colibri, de fourmi, mais ça va aboutir sur quelque chose de très sérieux, de très solide, parce que c'est une thèse médicale qui a une vocation d'être publiée sur une revue à comité de lecture type The Lancet. Par contre, s'il y a des personnes qui veulent témoigner, c'est avec plaisir qu'on les accueillera, parce qu'on a besoin de témoignages solides, sérieux. Mais le plus important finalement dans cette histoire-là, moi je le dis toujours, c'est pas nous, c'est pas les médecins. Enfin, on a notre petit rôle de colibri, on a un petit peu d'eau dans le bec, mais ceux qui en ont le plus, ce sont quand même ceux qui ont vécu l'expérience. Et c'est vrai qu'il faut leur donner la parole, il faut les écouter, parce que c'est quand même eux qui sont allés de l'autre côté. Nous, on est là pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et comme dit Olivier Chambon, j'aime bien son image. Ceux qui disent qu'ils sont pas allés puisqu'ils sont revenus, c'est absurde. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, vous n'êtes pas allé en Espagne puisque vous êtes de nouveau à Paris, quoi. Exactement. C'est stupide. Mais bon, ils nous racontent comment ça se passe de l'autre côté. Et c'est eux nos professeurs. C'est pas les interprètes, c'est pas les médecins, ils sont pas, voilà. Donc je le dis parce que là aussi il y a un certain nombre d'expérienceurs, et ils ont raison, qui disent mais il faut nous donner la parole, mais on leur donne la parole, mais aussi on se réunit entre nous pour faire basculer la pensée, la communauté scientifique,
pour faire inscrire, comme le dit Johnston, les expériences de mort provisoire dans les chromosomes de la science. Il faut que ça soit reconnu en tant que tel. Et ce n'est pas encore reconnu. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent d'hallucination. Oui, enfin, déjà... Ils ne parlent pas d'expérience réelle. Déjà, il faudrait savoir ce que c'est qu'une hallucination. Enfin bon, bref. Ben, parce que quand on leur dit que les gens ont vu ceci, cela, au moment où ils étaient profondément inconscients à un arrêt cardiaque et qu'on vérifie, eh ben, ceci, cela, ça s'est bien passé à des kilomètres de là, bon, là, on voit bien que c'est pas une hallucination. Hein. Ouais. Là, ça ne peut être que quelque chose de réel et de vécu. D'ailleurs, c'est comme le rêve. Hein. Nous avons fait des émissions avec certaines personnes, mais pas sur l'interprétation des rêves, parce que c'est pas trop ce qui nous préoccupe. C'est plutôt comment se déroule un rêve, où se passe-t-il le rêve. On en a déduit que de toute façon, le rêve n'était pas dans le cerveau, qu'il se passait à l'extérieur, en état de décorporation, la nuit. Selon mon hypothèse, le rêve, le vécu de quelqu'un qui est dans le coma, le vécu qui est quelqu'un qui est sous anesthésie générale, le vécu d'un quelqu'un qui vit une expérience de mort provisoire. Tout ce vécu-là, c'est directement branché sur la conscience intuitive. Oui. Mais malheureusement, dès le réveil, vous avez la conscience analytique qui fait le ménage et qui censure toutes les informations. Oui. Vous avez à peine 18% d'expérienceurs. Il n'y en a pas 100%. Alors qu'il y en a 65% chez les enfants. 65% des enfants qui ont vécu un arrêt cardiaque ont l'expérience, tout simplement parce qu'ils ont une conscience analytique très faible et beaucoup de conscience intuitive. Les enfants jouent souvent avec des amis invisibles. Les enfants sont médiums parce qu'ils ont ouvert ce canal. Les comas, il y en a à peine 3%. Les 5%, pardon. Les anesthésies générales, 2%. Les rêves, 35%, qui se souviennent de leurs rêves au réveil, qui se souviennent de leur voyage après des anesthésies ou après des comas, qui sont capables de vous décrire ce qui s'est passé dans une salle d'attente ou à distance de leur corps au moment où on les pensait profondément inconscients. Donc ça ne fait pas 100% parce que la conscience analytique, cette diable de conscience analytique, fait un tel bruit qu'il est impossible d'avoir mémorisé tout ce qu'on a appris lors de ces expériences. Oui. Et ça, c'est quand même assez passionnant, quoi. Oui. On se dit, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette conscience intuitive? On se conditionne, certains se conditionnent aussi. Il y a des gens qui disent je n'ai jamais rêvé de ma vie. Moi, j'en ai entendu, hein, ou je ne rêve pas. Non, ça n'existe pas. Moi, j'ai entendu des gens qui disent que, alors que moi, c'est le contraire. Plusieurs fois par nuit. Évidemment. Et moi, j'ai des rêves. Faut-il s'y intéresser aussi aux rêves, hein? Bien sûr. Voilà, tout à fait. C'est comme tout. Se brancher sur la conscience intuitive, il y a différentes façons. Oui. Soit c'est dans le rêve. Soit il y a des gens qui, de façon volontaire, peuvent débrancher leur conscience analytique en se mettant en méditation ou en transe, pendant les transes chamaniques, ou par prise de certaines substances comme la digrof, le LSD ou l'iboga, l'ayahuasca. Tout ça, ça peut nous débrancher notre conscience analytique et nous brancher sur notre conscience intuitive. Mais plus on va être dans l'apprentissage de nos sociétés occidentales, c'est-à-dire par exemple, nous, médecins, on fait beaucoup d'études universitaires, on nous dit que ça fonctionne comme ça et pas autrement. Donc, on nous bourre notre conscience analytique en permanence. Donc, on analyse tout et on se réfère au passé, au présent, au futur et à ce qui nous entoure, à notre situation dans l'espace. Et on est incapable de vivre cette conscience intuitive. Moi, j'ai encore jamais rencontré un seul médecin qui soit médium, par exemple. Et la majorité des médecins rejette tout ce qui touche à la conscience. Ah bah oui, mais on peut pas être médium si on le rejette, justement. Parce que pour développer sa médiumnité, d'ailleurs les médiums nous l'expliquent bien, pour développer sa médiumnité, il faut être dans l'ouverture. L'année dernière, j'avais fait une expérience que je n'ai pas renouvelée cette année, on me l'a reproché un petit peu et je reviendrai au Canada l'année prochaine pour faire ça. Un atelier où, parce qu'ils aiment faire des ateliers, les Canadiens, comme ça, il faut les faire travailler après des conférences. Bon, moi je pouvais pas les amener dans un tunnel après leur avoir injecté de drogue, donc j'ai eu l'idée de les débrancher de leur conscience analytique par méthode d'hypnose. Vous savez que nous en anesthésie on utilise l'hypnose pour couper la conscience analytique dans les perceptions douloureuses. Donc on arrête la conscience analytique pour permettre à des gens de se faire opérer. On le fait couramment
maintenant, de plus en plus couramment, dans les blocs opératoires, on peut opérer des thyroïdes, des cataractes, bref. On amène les gens à se débrancher de leur conscience analytique de telle façon qu'ils n'ont plus accès aux perceptions douloureuses. Et ça fonctionne très bien. Donc moi j'ai eu cette idée, j'ai donné le nom à cet atelier de transcommunication hypnotique, en parallèle à la transcommunication instrumentale. Donc j'ai amené des gens à se déconnecter de leur conscience analytique et on a eu des expériences très troublantes en les amenant dans un état d'hypnose pour se connecter avec les défunts. Et donc on a fait un tour de table à la fin pour savoir, parce que c'était un petit comité, on peut pas faire ça sur un public de 100 personnes, hein, c'est pas possible. Donc il faut être une quinzaine comme on était. Et là, on a fait un tour de table et les gens ont été branchés vraiment. Par exemple, il y a une dame, elle a eu une crise de larmes parce qu'elle voulait se brancher avec son mari décédé et c'est son papa qui est apparu, elle s'y attendait pas du tout, dans son état hypnotique, c'est son papa qui est apparu pour lui demander pardon. Donc c'était quelque chose de précis qui l'a ému. Et elle a dit, je suis sûre maintenant que cette connexion est possible. Mais on peut se connecter par méthode d'auto-hypnose, de méditation. Il y a des bouquins entiers là-dessus sur la façon de méditer qui sont très bien faits. Bon, moi, dans mon livre Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, je parle de la méthode que j'emploie moi, mais c'est pas forcément la meilleure. Il faut trouver chacun à sa méthode. Il y a des livres qui sont consacrés à ça, sur la méditation, la façon de méditer. On ne médite pas suffisamment. On est comme des petits hamsters dans une roue qui tourne de plus en plus vite. On pense qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit dans nos sociétés occidentales, matérialistes, pour accumuler des richesses matérielles. Et finalement, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce que nous disent nos professeurs expérienceurs, qui nous disent que ce qui compte le plus, c'est de donner de l'amour aux autres. C'est ça qui compte le plus. Quand on est dans la lumière, on nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres? C'est ce qu'on a dit à Nicole. C'est ce qu'on a dit à Nicole Dron. Et on lui a pas dit combien t'avais d'argent dans ton compte en banque ou combien t'avais de voiture. C'est pas ça du tout. C'est pas la représentation sociale. C'est donner de l'amour aux autres. Et quand on a compris ça, on a trouvé les clés du bonheur. Et ça, être heureux, être dans le bonheur, c'est avoir la joie de partager de l'amour avec les autres. Et c'est formidable. Une chose que je recommande aux auditeurs et à tout le monde, c'est d'aller voir Jean Fabrice qui pratique la transfiguration. Moi, je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu à Monaco, je l'ai vu à Villeneuve-Loubet, donc la semaine dernière. La transfiguration, c'est une pratique. Alors, il faut se mettre l'intellect au placard, il faut penser avec le cœur, se concentrer. Et vous voyez, franchement, dans la salle, il y a 90% des personnes qui voient. Vous voyez des visages se succéder sur son visage. Alors son visage disparaît, et alors vous voyez des entités. Alors vous voyez des entités qui sont habillées complètement différemment, des visages. Alors ça peut être des noirs, ça peut être des Français, des blancs, je veux dire. Ça peut être des gens qui ont les cheveux courts, les cheveux longs. Et ces entités se succèdent, prennent la place du visage de Jean Fabrice. Ça existe. Il y a pas. Moi, j'ai fait l'expérience 2 fois. Bon, j'ai vu 25 ou 30 entités, on va dire, en gros. Et par contre, il y en a qui en voyaient 50 ou 100, quoi. Mais ça dépend de la concentration. C'est comme un faisceau. Il explique que c'est comme un faisceau. C'est comme si on réglait une parabole. Il faut être bien dans le faisceau. C'est-à-dire qu'il faut bien te concentrer, ne pas faire de blocage. Et là, vous captez. Tout simplement. Donc on capte. D'allumer la conscience intuitive. Exact, tout à fait. Donc on capte bien quelque chose. Là, c'est quand même une réalité. À moi, j'ai vu des orages, j'ai vu le mur était blanc, je l'ai vu rouge. Après, il est devenu bleu. Enfin bon, c'est incroyable. Et ça existe. Tout le monde peut faire l'expérience. Tout le monde peut aller voir, par exemple, Jean Fabrice, qui donne des séances et c'est entièrement gratuit. Il y a pas de problème. Bon, sauf l'entrée justement pour l'association, comme d'habitude. Mais c'est quand même une expérience à faire. Alors d'où ça vient? À moins de le nier et dire je ne vois rien et je ne veux rien voir. Voilà. Et d'où vient l'information? Voilà. Vous savez, vous aurez toujours des gens qui seront branchés sur la conscience analytique. Ils vont dire où est le trucage? Qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même en avoir un petit peu de conscience analytique, mais il ne faut pas être en permanence branché dessus. À bon escient. On ne peut pas se courir du tout. À bon escient. On ne peut pas recevoir l'information. On pourrait parler des expériences de mort partagée. On en a très peu parlé lors de nos dernières émissions. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que vous avez eu des témoignages de ces expériences de mort partagée?
Ben oui, j'en parlais déjà dans mon livre La médecine face à l'au-delà. J'en ai reparlé dans les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, puisque ça fait partie d'une des raisons de croire à l'au-delà. Quand on a des gens... c'est très curieux parce que Raymond Moody avait écrit ce livre, Les témoins de la vie après la vie, où il parlait des expériences de mort partagée, et moi je parlais des perceptions mortuaires, et c'est exactement la même chose. Donc on a eu les mêmes idées en même temps. C'est pas du plagiat puisqu'on ne savait pas l'un et l'autre qu'on allait éditer ces livres, et on a été connectés à la même source en fait. Je pense, on a été dans notre conscience intuitive, on a reçu les mêmes informations, et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est l'inspiration, et elle vient de là. Didier Van Coelert, par exemple, est quelqu'un qui est complètement inspiré. Ses romans, il les écrit donc en état d'écriture. Il m'avait invité un jour à déjeuner pour savoir où j'en étais de mes recherches. Et en fait, c'est moi qui l'ai interrogé. Il me dit, moi, je suis en état d'écriture quand j'écris mon roman. Je sais pas du tout ce que je vais écrire. Et je peux écrire pendant des heures sans m'alimenter, sans boire. Et il écrit des choses remarquables. Il vient de publier un livre qui s'appelle Le Dictionnaire de l'impossible aux éditions de Plomb, où il relate notamment cette expérience que je vous ai donné à l'instant sur les comateux, les détails sur les comateux et les gens qui sont en anesthésie générale reliés avec des médiums pour donner des informations. Il parle aussi de TCI dans ce livre. C'est comme un abécédaire, et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi bien sûr les EMI. Il prend lettre après lettre les différents impossibles de nos sociétés occidentales, et il donne des explications. Donc c'est publié chez Plomb, c'est un livre qui est assez remarquable. Mais les expériences de mort partagée, pour en revenir au sujet, sont très troublantes, parce que là on ne peut pas dire que c'est un dysfonctionnement du cerveau, un manque d'oxygène des gens qui ont été victimes d'hallucinations, puisque là les gens sont tout à fait sains de corps et d'esprit, n'est-ce pas, Bien sûr. Dans ces expériences. Là, il faut rappeler à nos auditeurs, ce sont des expériences qui sont vécues à proximité ou à distance de celui qui va partir de l'autre côté et qui vit quelque chose d'extraordinaire, une perception mortuaire qui va accompagner, par exemple, comme Jean Postel, qui va accompagner celui qui part de l'autre côté. Ça peut être aussi des apparitions, ça peut être des visualisations d'entités qui quittent le corps au moment de la mort. Ça, je remercie beaucoup les infirmières et les soignants qui ont bien voulu témoigner à visage découvert dans ce livre, La médecine face à l'au-delà, parce que c'est une prise de risque, et elles ont été aussi un petit colibri avec leur bec, et elles ont amené un peu d'eau au-dessus de la pensée matérialiste occidentale. Les expériences de mort partagée sont très intéressantes pour justement dire aux détracteurs, mais regardez, les personnes qui ont vécu ça, on ne peut pas dire qu'elles avaient un manque d'oxygène au cerveau. Au moment où elles ont vécu ça, elles étaient parfaitement oxygénées, et elles ont vécu une expérience authentique. L'expérience qui peut être retrouvée aussi, il n'y a pas que l'expérience de mort provisoire, elle peut être retrouvée en état de transe, elle peut être retrouvée pendant un orgasme, elle peut être retrouvée au moment de méditation. Donc c'est tout simplement des gens qui ont eu accès à cette conscience intuitive, à leur conscience intuitive. La conscience analytique elle s'éteint quand pendant le sommeil, pendant le coma, l'anesthésie générale, pendant la mort, mais aussi elle peut être obtenue par quelque chose de transcendant, comme le départ d'un proche, par exemple. On peut être brusquement transporté dans cette conscience intuitive parce qu'on a une grosse émotion. Et ça peut être vécu à plusieurs et de façon simultanée. C'est très interpellant, mais ça montre bien que ce phénomène-là de conscience intuitive est bien réel. Nous avons cette forme de conscience en nous, et on ne le sait pas. On ne le sait pas, on pense que notre cerveau, c'est de la conscience analytique pure. Elle est reliée, cette conscience analytique, à nos 5 sens, la vision, l'odorat, l'audition, le goût et le toucher. Et ce sont ces 5 sens qui nous donnent cette situation dans le temps et dans l'espace. Et comme de l'autre côté, dans la conscience intuitive, il n'y a ni temps ni espace, là, c'est du domaine de l'inconnu. Inconnu au plan terrestre. Il n'y a pas de mot terrestre. Et d'ailleurs, les gens le disent. Les gens qui sont dans cette conscience intuitive, ils disent, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais rien. Il n'y a pas de temps terrestre. Il n'y a pas de repère non plus dans l'espace. Alors comment dire avec des mots terrestres ce qu'on n'a pas
l'occasion de vivre dans son vécu. C'est totalement impossible. C'est comme si vous vouliez expliquer la couleur rouge à un aveugle de naissance. C'est totalement impossible. Il n'y a pas de mots. Donc on aura un pâle aperçu de ce qui va nous arriver au moment de la mort, en étant relié à cette conscience intuitive par différentes façons. L'hypnose que je propose aussi est une de ces façons de se connecter à cette forme de conscience. Alors rappelons aux détracteurs que faudrait qu'on se pose la question, comment se fait-il qu'un aveugle de naissance ou quelqu'un qui a déjà vu puisse voir encore mieux quand, surtout qu'il ne voit pas avec ses yeux. Voilà. C'est ça. Il donne des détails qui sont impossibles à connaître sans la vision, mais les détails sont encore plus performants qu'avec une vision normale, entre guillemets. Cette capacité de traverser la matière, de zoomer, enfin. Ils disent ces mots parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est bien plus fort que ça. C'est pas un regard qui traverse le béton, c'est bien plus fort que ça, quoi. C'est une vision qui ne correspond pas à notre vision, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'aveugles qui voudraient retrouver la vue. D'ailleurs, à quoi ça sert d'avoir des yeux à ce moment-là? Ça sert à rien, ça sert pas à grand-chose. On ne voit pas avec ses yeux. Alors ça, c'est totalement incompréhensible pour un médecin qui sort de la fac. Oui, mais ça, si on veut pas admettre les choses, il n'y a pas de perception d'image ou quoi que ce soit. Il faut quand même, comme disait Jacqueline Bousquet, penser par soi-même. Il faut savoir penser par soi-même. Voilà. Exactement. On marque une pause dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. On revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors pour terminer, nous allons aborder l'aspect associatif. Vous avez eu quelques petits soucis ces derniers jours concernant l'organisation des conférences et plus exactement des contestations de certaines associations qui révélaient sur certains réseaux sociaux, notamment Facebook, des problèmes de rémunération. Vous vouliez faire le point justement sur ce sujet ? Oui, très rapidement parce que ça va intéresser personne, mais je sais que ça intéresse quand même pas mal de gens qui sont dans le milieu associatif, dans ces petites associations d'aide aux personnes en deuil qui font un travail remarquable. Ce sont des petits colibris aussi, ils amènent un petit peu d'eau comme je le fais, et sans ces associations, je n'aurais pas pu faire le travail que je fais maintenant, puisqu'elles ont contribué à me faire connaître, je les remercie du fond du cœur, vraiment. Elles ont un rôle important à jouer quand on débute un travail de communication sur des sujets aussi sulfureux que cela. Et c'est elles qui m'ont permis donc à avoir cette possibilité de communiquer davantage encore. Donc j'ai trouvé un système pour avoir dans mon bec un tout petit peu plus d'eau que les autres colibris, c'est tout. Pour amener avec mon petit bec un petit peu plus d'eau au-dessus de l'incendie. Donc je travaille tous les jours en bloc opératoire. Je fais un week-end de garde en réanimation par mois, et il me reste donc 3 week-ends de libre par mois et très peu de vacances. Et vous voyez, comme j'ai disais la dernière fois, je suis parti faire des conférences. Donc ces 3 week-ends-là qui me reste par mois, je voudrais déjà en garder un pour ma famille, parce que j'ai quand même des enfants, une femme. Bon, j'ai pas envie non plus d'être comme une sorte d'apôtre avec un bâton de pèlerin. Je voudrais aussi me préserver un petit peu pour continuer ma route longtemps. Et donc, je voudrais qu'il y ait dans mes interventions en conférence un minimum de personnes qui assistent à ces conférences. Je ne peux plus me permettre d'aller dans des petites associations comme je l'ai eu fait, de faire plusieurs centaines de kilomètres pour me retrouver face à 30 personnes. C'est pas efficace. J'aurais trop peu d'eau dans mon petit bec. Donc, j'ai trouvé un système qui contente la plupart des associations d'ailleurs, de mettre un seuil de 200 personnes, à partir duquel ce seuil, les associations seront largement bénéficiaires. Donc, je leur ai imposé ce seuil, et certains relèvent le défi, d'autres pas.
certaines associations, j'ai encore une tout à l'heure qui m'a contacté par mail, une association à Monaco, qui me dit docteur, nous Beau Soleil, exactement, pour les citer. Beau Soleil. Ouais. On est tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On a compris que votre rôle était celui d'être devant beaucoup de personnes pour communiquer votre message. Donc nous sommes une petite association, nous n'avons pas les moyens de vous faire venir, mais nous allons aider l'association de Grasse qui a donc réservé le Palais des Congrès à Grasse, et il va y avoir, j'espère, beaucoup de monde à grâce, c'est un jeu de mots, à ces petits colibris. Alors, il y a des petits colibris partout avec un peu d'eau. On va tous, c'est ça qui est un peu ralent, on va tous dans la même direction et on va éteindre le même incendie. Mais un jour, il y a un petit colibri, il a un petit peu d'eau, un petit peu plus d'eau que les autres dans son bec, et celui-là, il va être nécessairement, c'est comme ça, c'est la condition humaine qui est comme ça, il va être jalousé, il va être donc combattu par les autres petits colibris, par jalousie, par bêtise, par méchanceté. Et puis, il y aura d'autres colibris, avec toujours un petit peu d'eau dans leur bec, qui vont voir que ce petit colibri un petit peu surchargé, eh ben, c'est peut-être un petit peu trop lourd pour lui. Donc, ils vont se mettre en position de flèche devant lui pour essayer qu'il y ait moins de prise au vent. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois la métaphore de Pierre Rabhi. Et bon, il y a les gens qui comprennent, et qui comprennent vite, et qui sont intelligents, et puis bon, il y a les autres. Ceux-là, ils n'ont pas compris, tant pis, je vais pas m'épuiser à essayer de leur faire comprendre pourquoi je veux qu'il y ait beaucoup de monde devant moi. C'est pas du tout pour mon ego, c'est parce que j'ai envie que les choses avancent avec plus d'efficacité. Je vous comprends, oui, c'est sûr. Je remercie encore toutes ces petites associations qui me sont fidèles, à des revues comme la revue de l'au-delà, qui m'est fidèle, qui ne me sanctionne pas parce Étienne Drapeau. Au contraire, Étienne Drapeau qui tous les mois publie ma chronique, un maximum d'associations qui ont compris et qui ont accepté. Je reçois beaucoup de lettres d'encouragement en me disant que ce petit colibri que je suis, il est modeste, mais on va essayer de le faire avancer. Voilà. Donc j'envoie toutes mes pensées d'amour et vraiment de reconnaissance à toutes ces associations petites et grandes qui me soutiennent. Et peut-être essayer de chercher à comprendre, de s'expliquer, ne serait-ce que par téléphone ou faire des réunions, mais ne pas parler à tort et à travers sur des réseaux comme Facebook, qui n'est pas une fin en soi, c'est pas une fin en soi Facebook. Hein. Mais oui, parce qu'après, on voit bien qu'on va tous éteindre le même incendie. On voit bien qu'on veut se faire changer le même paradigme. On voit bien que notre objectif commun, c'est lequel? C'est d'essayer de faire comprendre qu'il y a une vie après la mort, bon sens. Tout à fait. C'est ça l'objectif. Je suis pas un ennemi. Et c'est un sacré boulot. Il faut pas me sanctionner. Il faut pas me mettre des bâtons dans les roues. Il faut pas me donner des coups d'épaule pour me faire dégager ailleurs. Il faut au contraire, je sais que je vous dis ça parce qu'il y a une association, par exemple, qui essaye de boycotter mes apparitions en disant puisque c'est comme ça, on l'invitera plus. Non, c'est pas ça. Moi, je suis pas à quelques centaines d'euros près. J'ai une situation très confortable, je gagne très bien ma vie. C'est pas du tout pour l'argent que je fais ça. C'est pas simplement parce que par souci d'efficacité, je veux me retrouver en conférence devant beaucoup de personnes. Et je sais que j'ai les moyens de le faire, puisque à plusieurs reprises, je me suis retrouvé devant des publics de 300, 400 personnes. Donc, si c'est possible, tant mieux. Et s'il faut booster un petit peu les gens pour que ça devienne possible, tant mieux, je le ferai. Et j'espère que mon message sera compris par tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité pour les petites associations de se réunir leur public, organiser certaines choses? Je sais pas, il faut être inventif, quelque part. Faire comme un mini-congrès, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais ça se fait. Ce qui se fait à Grasse, ça se fait aussi dans d'autres associations. Là, dimanche, j'étais à Toulouse, il y avait 460 personnes. J'étais pas le seul intervenant. Il y avait aussi des médiums, il y avait d'autres conférenciers. Donc, ce sont des structures qui se donnent les moyens de faire. Mais moi, je comprends tout à fait une petite association qui dit non, c'est trop pour moi, mais je me sens pas d'organiser un truc avec plus de 50 personnes. Je le comprends très bien. Mais ces associations-là ont un rôle à jouer. Je vous dis, moi, si je me suis retrouvé maintenant dans cette position, c'est grâce à ces petites associations, au travail de fourmi qu'elles ont fait avec moi. La première année, c'était en 2008, j'ai donné 42 conférences dans l'année, dans des petites associations, et je me retrouvais devant 40-50 personnes. J'étais content même quand il y en avait 50. J'étais fou de joie. Je rentrais chez moi, je disais à ma femme,
super, j'ai parlé à tous ces gens, ils m'ont écouté. Tellement j'étais étonné qu'on m'écoute, parce que je parlais de ça de façon très confidentielle, et j'étais étonné de déjà rassembler, grâce à ces petites associations, ces gens qui venaient m'écouter. Donc je leur dis, continuez votre travail, bon sang, vous faites un travail de fou, un travail formidable, des gens qui sont bénévoles, qui ne sont pas payés pour le faire, et qui pourtant ont une énergie folle pour continuer à le faire. Donc moi, évidemment, au début, il aurait été hors de question que je demande quoi que ce soit à ces associations. Je savais qu'elles arrivaient péniblement à joindre les deux bouts en m'invitant, donc j'allais pas en plus leur demander quoi que ce soit. Je fais pas ça du tout pour m'enrichir, je fais ça simplement par souci d'efficacité. D'autant plus que vous me disiez que vous faisiez des dons. Oui, alors je fais des dons, je continue à les faire, j'en ferai de plus en plus, des dons dans des œuvres caritatives, des dons sur des sujets de médecine. Voilà, j'ai pas du tout envie de charger ma feuille d'impôt, hein. Elle est suffisamment garnie. C'est clair. Donc c'est pas un enrichissement personnel, c'est par souci d'efficacité. C'est très simple à comprendre, mais il y en a qui veulent pas comprendre. Puis alors vous pouvez leur indiquer les trucs de différentes façons, essayer au bout d'un moment vous dites stop quoi. Il y en a marre, c'est ce qui s'est passé sur Facebook, les gens sont lassés, ils en ont oui. Ils ont l'impression qu'on leur parle que de fric, alors que c'est vraiment pas ça quoi. La motivation, c'est quoi? C'est aller éteindre l'incendie, bon sang, c'est d'aller dire aux gens qu'il y a une vie après la mort, c'est ça le plus important. Et j'espère que tout le monde aura compris que c'est ça vraiment qu'il faut qu'on fasse ensemble, qu'on soit tous ces petits colibris et qu'il y ait une pluie d'eau, un orage dans cet incendie, et que cet incendie s'éteigne une fois pour toutes. Il faut que la pensée matérialiste s'éteigne une fois pour tous. Exactement. Il y a trop maintenant de, il y a trop de preuves de l'au-delà pour le nier. Il faut qu'ensemble on réussisse à inverser la vapeur. Moi je ne vais pas y arriver tout seul. Hein. C'est là où il faut faire taire son ego et travailler ensemble. Les petites associations, rassemblez-vous, travaillez ensemble, essayez justement de former un grand public, et puis à ce moment-là, je pense que tout le monde y retrouvera son compte. Bien sûr. Mais par pitié, ne me mettez pas les bâtons dans les roues, ne me sanctionnez pas. Ah non, c'est pas le moment là. C'est pas le moment. Il faut au contraire qu'on soit soudés et qu'on y aille à fond, quoi. C'est le moment d'y aller. Tous là, ensemble. Je sens que ça vacille, et il va falloir en mettre un bon coup. On n'a pas encore gagné, mais bon. Ah non. Non, et c'est valable aussi pour les médias, en général. C'est valable pour les médias, mais les médias s'adaptent. Alors là, eux, ce sont des gens qui s'adaptent. Donc ce qui compte pour eux, c'est l'audimat. Si la majorité des gens pensent que les médiums sont des farfelus et des escrocs, les médias vont se régaler d'enfoncer le cou. Si on commence à se poser la question, tiens, peut-être qu'il y en a qui travaillent à l'hôpital, tiens, peut-être que certains essayent de faire des tentatives pour avoir des communications avec les comateux, peut-être que là, ils vont être, on va commencer à les prendre au sérieux. Et là, les médias, ils vont s'adapter. Mais alors, je veux dire, évitons la guerre des médias, rassemblons-nous. On est dans une période très difficile, plus que difficile même, hein. Et c'est le moment de rassembler nos forces, tous ensemble, hein. Je veux dire, les associations, les médias entre eux, arrêtez de vous taper sur la tête là pour 3 francs 6 sous, quoi. Il faut que des actions communes, soient reconnues, soient communes. Il y a différentes façons d'arriver à l'incendie au-dessus. Exactement. Il y a différents chemins, mais on peut y arriver ensemble et au même moment. Sonia Barkala fait un travail remarquable. Elle a été accusée aussi de faire du fric. Ça me fait tout le monde est accusé de faire quelque chose. Quand on pense l'argent qu'elle a investi dessus et ce qu'elle en a tiré après, bénéfice zéro. Donc c'est très impressionnant parce qu'on a l'impression que elle a une puissance financière pour organiser ça, etc. Et en fait, elle s'est pas enrichie, Sonia Barkala. Moi, je sais comment elle vit. C'est une pure, quoi. Elle est, c'est quelqu'un qui s'investit et qui donne de son temps, de sa vie, de son temps, sa vie, de l'argent aussi. Donc moi aussi, je pense, sans forfanterie, je le dis, j'ai investi beaucoup de temps personnel de ma vie de famille pour faire avancer les choses avec mon petit travail de colibri. C'est pas parce que je charge un petit peu plus mon bec avec un petit peu plus d'eau qu'il faut me descendre en flèche, quoi. C'est pas comme ça. C'est pas pour faire le malin que j'amène un petit peu plus d'eau. C'est pour qu'il y ait davantage d'eau. C'est une grosse différence. Alors rassemblons nos forces, tous ensemble. Rassemblons nos forces, vous y participez grandement, et c'est bien. On est tous des petits colibris. Moi, tout à fait. J'ai la même capacité. Je veux dire, on est tous ensemble, on va y arriver, mais tout seul, non. On peut rien faire seul, de toute façon. Non. On est tous... les autres. Oui, exactement.
Merci, docteur Jean-Jacques Charbonnier, d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Alain Plaisant, c'est toujours vraiment très plaisant, sans jeu de mots, d'être en votre compagnie et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'y être. C'est sûr, c'est certain. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.